Bonjour à toutes et à tous, voici le Kick Parade numéro 35. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Allez, on va commencer avec ce top 10 de la semaine avec une entrée en numéro 10, c'est Distilled. Donc Distilled, comme son nom l'indique, vous allez gérer une distillerie à whisky, il me semble, puisque ça se passe en Écosse. Ça ressemble pas mal à viticulture dans la mécanique. C'est des nouveaux qui arrivent sur le marché. Voilà. C'est des newcomers, comme on dit en bon français. Tout à fait. Oui, on voit que d'ailleurs le mec qui est à l'origine de ce projet, à la base, il vient plutôt du monde du jeu vidéo, ce qui est assez rigolo quand même. Bon, bah voilà, effectivement, il y a une petite extension qui peut se greffer au projet de base. On retrouve un design un peu à l'allemande, je trouve. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, tout à fait. Bon, c'est du jeu de gestion, quoi. Voilà. 95 000 euros, 1620 contributeurs. Il reste beaucoup de jours, une vingtaine de jours, donc on va en reparler. On va reparler de ce jeu la semaine prochaine, de toute façon. 9e position, c'est Epic Spells Wars of the Battle Wizards. Ce nom qui n'en finit pas. De Cryptozoic, donc l'éditeur de Ghostbusters. Et puis c'était quoi qu'on avait vu là? Ils avaient fait. Ici le Batman, voilà, le Batman Dark Knight. Il en est à 140 000 euros, 1864 contributeurs. C'est pareil, il reste pas mal de jours avant la fin. Il a de quoi monter. Bon, il fait pas un carton. Il a gagné une place par rapport à la semaine dernière. Bon, enfin bon. C'est vrai que le design est quand même très très particulier. Et je tiens d'ailleurs à dire que tu as un peu triché puisque tu n'as pas lu le titre du jeu en entier. Donc je vais le faire Oui, à ta vrai. place. Epic Spells War of the Battle Wizard Annihilagedon 2 Extreme Natural Legends. Ouais, voilà. D'accord. Ouais, parce qu'ici on est précis. C'est ça. En fait, c'est la suite d'un autre jeu qui était sorti il y a pas mal de temps, je crois d'ailleurs. Voilà, c'est compatible avec la première version du jeu. C'est très baroque, très, comment dire, sale gosse, comme design. Voilà. Exactement, c'est tout à fait ça. 8e position, c'est Deliverance. Deliverance, donc il sera plus dans le top quand on va vous le montrer. Il reste une trentaine d'heures à l'heure où on enregistre. 233 000 euros, 2316 contributeurs. On l'a mis quand même parce que ça permet de montrer que... on était un petit peu partagé parce qu'en même temps, c'est un gros jeu Kiloplastique qui a eu quand même beaucoup de com et qui a pas tant cartonné que ça. En même temps, c'est un premier projet. Donc pour un premier projet, c'est quand même plutôt un bon chiffre. Donc voilà. Donc c'est un cas intéressant, on va dire. Voilà. C'est vrai, ça valait le coup quand même de se pencher, quand bien même nous on n'est pas forcément client du jeu, quand même intéressant de mettre en avant ce genre de premier projet qui arrive quand même à faire son trou sur Kickstarter, au milieu des gros jeux, des AAA, etc. Donc ça reste une belle aventure. 7e position, c'est une entrée Call of Cthulhu classique. Alors on l'a dit maintes et maintes fois, Cthulhu, c'est un peu la poule aux œufs d'or sur Kickstarter et dans le monde du jeu en général parce qu'il y a beaucoup de fans, ça se vend très bien et c'est totalement libre de droit. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Alors là c'est un peu spécial. C'est un peu spécial parce que c'est la réédition du fameux jeu de rôle du début des années 80 qui avait été créé par Sandy Peterson, 81 plus exactement, et qui a fait, moi en tant que vieux, le bonheur de mon adolescence. Cette boîte classique avec ces personnages dans le cimetière qui tend sa lanterne vers un manoir avec un orage derrière. Cette couverture, elle est quasiment gravée dans l'ADN de... Et donc là, il propose une réédition de cette boîte, accompagnée de suppléments, d'aventures. On est purement dans de la friandise nostalgique, on va dire. Mais ça cartonne. 268 000 euros, 2840 contributeurs. Il reste une quinzaine de jours. Il vient d'entrer. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Lovecraft est à la mode. Le jeu de rôle est à la mode. On est en pleine nostalgie des années 80. Bon, c'était... voilà. C'est couru d'avance. C'était couru d'avance. Mais justement, moi, je me posais la question, toi, en tant que joueur de la première heure, donc qui a pu tester cette version, et je me pose un peu la question, effectivement, dépasser le côté collector de cet objet, le côté un peu vintage et nostalgique. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au milieu du jeu de rôle moderne, au milieu de la réédition et des nouvelles éditions de Call of Cthulhu? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est un jeu qui va être joué? Ou est-ce que pour toi, c'est juste un jeu qui va être mis comme ça sur une étagère pour montrer, regardez, on est des vrais? Moi, je pense que c'est de la collectionnite. Surtout, l'appel de Cthulhu est un jeu de rôle qui a perduré. Je ne sais plus à combien de versions il en est aujourd'hui. Il a très très bien évolué. C'est toujours un jeu de rôle qui se vend très bien, où il y a une gamme pléthorique. Donc, je dis pas quand c'est vraiment un jeu de rôle qui a disparu, tu vois, qui revient. Bon, là, c'est pas le cas. Call of Cthulhu a toujours été là. Ils ont affiné les règles. Moi, évidemment, quand j'étais gosse, on n'avait rien d'autre. Mais je pense que si on revient à jouer
à nos jeux de rôle de notre enfance, on va trouver les règles totalement imbuvables. C'est sûr, parce que le jeu de rôle a fait énormément de progrès au niveau du système des règles. Allez, on passe à la 6e place, c'est Valor and Villainy Ludwig's Labyrinth. Il a gagné une place par rapport à la semaine dernière, donc c'est un dungeon crawler hyper coloré, hyper pop, voilà, avec beaucoup d'humour, beaucoup de matériel. On peut pas dire que ce soit une boîte kilo plastique parce que c'est pas tout à fait vrai, parce que la boîte de base, vous n'avez pas les figurines, vous avez les standees. Les figurines s'achètent à part, enfin dans le all-in. Mais il y a quand même énormément de matériel, énormément. Alors je sais pas si c'est parce que c'est tellement coloré, ça pète tellement de partout que tu as l'impression que ça croule de matos, mais il y a l'air quand même d'avoir beaucoup de choses dans la boîte. Pour ma foi, c'est 60$ le prix de base, donc sans les figurines, mais il y a quand même beaucoup de choses dedans, ça on l'avait déjà signalé. Surtout que les frais de port sont, on va dire, corrects. Par contre vous avez la TVA là-dessus et il n'y a pas de VF pour l'instant, enfin à moins que tu aies des nouvelles infos, mais moi aux dernières nouvelles il n'y avait toujours pas de VF. Non, les grosses nouveautés, effectivement, elles viennent de cette extension, la renommée Antagonist Arsenal, qui te permet de jouer en coop et en solo, puis ensuite aussi de pouvoir jouer à 5 dans un contre tous, une sorte de, ouais, presque du mode arène. Donc voilà, c'est des systèmes de jeu qui sont offerts à part dans une extension, qui viennent renouveler un peu le gameplay. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que pour le moment, oui, il y a aucune nouveauté sur la VF. Après, ces genres de campagne, enfin, il y en a beaucoup des jeux comme ça avec cette esthétique qui est très pulp, etc., etc. Donc effectivement, lui, il y a un passé. On voit que c'est quand même la suite d'un jeu qui existe déjà, qui n'avait pas été traduit à ma connaissance. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Mais c'est pas le genre de jeu que je vois traduit, enfin que j'aurais vu traduit là tout de suite. Je pense qu'il a vraiment une esthétique qui lui est propre et je me demande s'il faudra pas attendre un petit peu pour le joueur français avant de voir ce jeu traduit. Allez, 5e place, Worlds of Web DM Weird Westland. C'est sa dernière semaine, il me semble. Oui, d'ailleurs, ce sont ses tout derniers jours. Ça sera même quasiment fini quand vous écouterez cette émission. Il en est à 238 000 €, 3844 contributeurs. C'est un sourcebook fait par des gens de YouTube. Il y en a un autre qui est plus haut dans le classement, on vous en reparlera. 4e place, Forest of Pangaea. Donc ça, c'est le petit jeu sur la forêt, sur les esprits de la forêt. Dernière semaine, 248 000 €, plus de 4600 contributeurs. Très beau succès, hein. Il gagne encore une place, hein, d'ailleurs. Il gagne encore une place cette semaine. Donc, moi, je le répéterai jamais assez, mais c'est ce genre de projet, moi, que j'aime bien suivre sur Kickstarter. Personne ne l'attendait vraiment. Ils n'ont pas vraiment fait une com complètement intrusive. Il n'y a pas de grosse licence derrière. Et pourtant, il fait son petit bonhomme de chemin. Il trouve ses joueurs. Il a pas besoin d'obtenir des sommes hallucinantes parce que finalement, il fait confiance à son cœur de gameplay. Il y a toute la proposition autour du jeu solo dont on parlait la semaine dernière qui était extrêmement bien vue. Donc ouais, moi j'ai beaucoup apprécié suivre la montée de ce projet tout au long de ces dernières semaines. 3e position, c'est Scarface 1920 qui ne bouge pas depuis la semaine dernière. Il en est à 573 000 €. Et il a dépassé les 5000 contributeurs. C'est sa toute dernière semaine, donc il va y avoir une courbe ascendante les derniers jours, ça c'est sûr. Va-t-il atteindre 2 millions? Ça me semble difficile quand même, je pense. Moi aussi. Autant la semaine dernière, j'aurais pu parler, mais là, effectivement, entre cette semaine et la semaine dernière, il a même pas pris 100 000 €, donc je pense que il a vraiment stagné. Ouais, il a stagné ce jeu. Bon, c'est un beau succès, hein. Mais il y avait quand même une grosse ambition derrière, donc je me demande s'ils sont pas un peu déçus quand même. En fait, effectivement, je pense qu'il y a quand même un peu de déception, mais parce qu'on voit qu'effectivement, c'est les mêmes stretch goals là qui sont un peu bloqués depuis une semaine. Ils continuent à insister en disant attention, il nous reste plein de choses. Il y a beaucoup de com sur Facebook notamment. Moi, je vois beaucoup passer de pages avec Scarface. Je sais pas si c'est ton cas aussi. Si, parce que en même temps, c'est vrai que c'est un univers qui est un peu singulier. C'est quand même un gros jeu. Il y a une réelle ambition derrière ce jeu. On va pas dire le contraire. Mais cool, effectivement, il y a quand même ce côté. Je suis d'accord avec toi, ce côté de tu sens un peu l'inquiétude, tu sens que là c'est un peu des actes, je vais pas dire désespérés parce que ça reste une excellente campagne, mais je peux comprendre que quand on a vu l'ascension fulgurante du jeu
premières semaines, de voir que pendant une semaine, ça évolue quasiment pas. Je peux comprendre la frustration qui se dégage pour les gens qui gèrent la campagne. Après, voilà, il faut pas qu'ils soient déçus, ça reste un très beau succès. Ça, c'est peut-être un jeu qui aurait eu avantage à avoir une campagne moins longue. Tu vois, on parlait de la campagne de Six Siege la semaine dernière, qui était très courte et on s'étonnait pourquoi. Et peut-être que Scarface, lui, aurait bénéficié d'une campagne plus courte, plus éclair, on va dire. Voilà. Deuxième place, alors ça c'est pour moi c'est une vraie surprise. Villagers Shifting Seasons, il gagne 2 places par rapport à la semaine dernière. Il reste une dizaine de jours avant la fin de la campagne. 192 000 euros, 5 450 contributeurs. C'est l'extension d'un jeu qui s'appelle Villagers qui était sorti en France sous le nom de, tu vas me le redire parce que je me souviens plus. C'était Compagnon, il me semble. Compagnon, voilà. Donc c'est un jeu de cartes, hein. C'est tout simplement un jeu de gestion de village avec des cartes. Et c'est un carton, hein, vraiment un gros carton. Alors le chiffre est pas mirobolant, hein, 192 000 euros, mais c'est parce que ça coûte, c'est un jeu qui coûte 15 balles aussi. Hein. Il y a quand même 5 400 contributeurs, hein, c'est quand même énorme. Tu vois, Scarface, il y en a 5000. Ah, ils y ont plus de contributeurs que Scarface. Donc c'est... Moi, je l'ai vu sortir de nulle part, ce truc. Alors, franchement, je suis sur le cul. Bah, c'est vrai que c'est assez fou et d'un autre côté, le jeu de base, je me suis un peu renseigné depuis la semaine dernière et c'est vrai que le jeu de base, il y avait eu quelques reproches comme quoi on tournait assez vite en rond, etc. Et en fait, les créateurs ont su répondre présent, ont su prendre, bah voilà, ont su comment écouter les joueurs, apporter de véritables modifications. Et ça, je trouve que c'est vachement bien. Et en plus, il y a quelque chose d'honnête qui se dégage de la campagne. Je sais pas si vous avez fait attention, mais c'est au niveau des vidéos explicatives. Parce qu'en fait, elles sont divisées en 2 chapitres. Le premier qui s'appelle Paid Reviews. Donc en gros, ils expliquent que là, les gens qui parlent des vidéos, dans ces vidéos-là, ont été rémunérés par les créateurs de la campagne. Donc par conséquent, ils ont un avis qui n'est pas totalement neutre. Et ensuite, ils ont fait une deuxième partie en parlant de review, en expliquant, voilà, ces gens-là, ils parlent du jeu de leur propre chef, mais ils n'ont pas été rémunérés pour ça. Mais en fait, cette transparence, je la trouve extrêmement intéressante. Ah oui, ça fait Parce que plutôt plaisir. Ouais. ça fait plaisir parce qu'en fait on le sait que dans tous les milieux c'est pas propre au jeu de plateau, mais que effectivement quand t'as reçu un petit bifton pour parler de quelque chose, t'as pas craché dans la soupe. Et ben dans le Tu vas avoir jargon, tendance à dans le jargon oui. journalistique, ça s'appelle du publi rédactionnel. Exactement. C'est vrai que et là, de faire cette distinction entre les deux, en disant voilà, il y en a à qui on a filé de l'argent, d'autres on a juste envoyé le prototype et du coup, on vous laisse vous faire votre avis, on vous laisse regarder ceux qui vous intéressent et en tout cas, si vous regardez des gens payés, sachez qu'ils l'ont été et que par conséquent, ils sont pas forcément complètement objectifs. Et moi, je trouve que je trouve ça fortement louable et il en faudrait plus des campagnes comme celle-ci. Allez, avant de passer au numéro 1, on va vous parler des nouveautés de la semaine. On va commencer avec Blood of the Northern and Test of Faith Expansion. Donc c'est un jeu qui existe déjà, hein. C'est un jeu qui est sorti il y a 2 ans. Il y a eu une première campagne qui s'appelait Blood of the Northern. Donc c'est un jeu de stratégie qui se passe chez les Vikings au 9e siècle. Voilà, donc vous allez incarner un clan de Vikings, vous allez vous taper sur la tronche de vos ennemis, et ils sortent une extension qui s'appelle Taste of Faith, et dans cette extension, vous allez pouvoir rajouter tout un tas de trucs sympathiques, comme des catapultes par exemple, où vous avez des bandits qui font leur apparition, vous avez des églises qui vont servir de refuge, vous avez aussi des passages secrets pour pouvoir passer d'une tuile à l'autre plus rapidement. Voilà, donc ça a l'air d'être une vraie extension avec vraiment beaucoup d'ajouts. Et du coup, ils en profitent, bien sûr, pour vendre le jeu d'origine. Donc vous avez ce qu'on appelle un bundle. Donc vous avez 35 € pour l'extension. Et vous avez 50 € pour l'extension Blood of the Northern, donc le jeu original, Case Edition. Et vous pouvez prendre les deux pour 80 €. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de TVA, le shipping est plutôt abordable et qu'il y a une VF. Voilà. On va enchaîner avec un jeu d'arène. Les jeux d'arène, c'est la mode. Pour changer, c'est vraiment un truc qui cartonne en ce moment. Ça s'appelle Neverheim Miniatures Game, ça vient de sortir. Et pour l'instant, il y a 4 contributeurs, mec. Je veux dire, on est à la pointe, là, tu vois. Et il reste 29 jours avant la fin. C'est un jeu d'arène, donc vous avez 2 boîtes. Vous avez une boîte avec 6 héros, et l'autre boîte, donc vous avez plus de héros. Et dans la deuxième boîte, vous avez le solo. Donc vous ne pouvez pas jouer en solo si vous prenez que la boîte de base. Qui est cher, il est à 85 €. Et non, c'est pas euros d'ailleurs, c'est Australian Dollars. AU dollars, ça doit être les Australian Dollars. C'est 54 €. Et vous avez les deux boîtes
pour 89 euros. Il n'y a aucune info, alors ça par contre c'est pas bien du tout. Il n'y a aucune info sur la TVA non seulement, mais surtout sur le shipping, sur les frais de port. Il n'y a rien du tout. Donc ça je trouve ça pas cool. Voilà, en sachant que c'est une boîte certainement australienne, qui vont faire ça en Chine. Donc s'ils mettent pas dès le départ, on prend sur nous la TVA, on a fait des contrats pour les frais de port, on prend un peu sur nous les frais de port, etc. C'est qu'à mon avis tu l'as dans l'os jusqu'au bout, hein, s'ils mettent rien. Là. Moi je l'avais repéré parce que je trouve le design des figurines assez original. Alors je n'ai pas encore décidé dans ma tête si c'était beau ou pas beau. C'est très cartoon, très bizarre, mais c'est très original par rapport à ce qu'on peut voir sur le reste du marché dans les jeux d'arène. Faites votre propre opinion. Tout à l'heure, on parlait de nostalgie des années 80. Que dirais-tu de parler de nostalgie des années 50-60? Je vois de quoi tu veux parler et j'adore. Il s'agit de Pulp Invasion x2. Donc, en gros, c'est la suite d'une campagne qui avait déjà eu cours sur Pulp Invasion il y a quelques temps sur Kickstarter. Ouais, ça a 2 ans, je crois. Peu de le dire, c'est quand même que la réception du jeu avait été accueillie de manière assez froide, finalement. Ouais. Le matériel n'était pas aussi beau que prévu. Le choix de certaines couleurs rendait le truc pénible, notamment en fait tout ce qui était cube. En fait, il répondait à un trio de couleurs rouge, orange, jaune, sauf que il y a quand même des joueurs qui ne voient pas très bien les couleurs. Par exemple, comment tu joues à ce genre de jeu dans ce type de conditions? C'est assez complexe. Donc là, a priori, ils essayent vraiment de montrer que ils ont pris conscience de ça, qu'ils améliorent, qu'ils vont reproposer les jeux de base avec quelques petites améliorations, et surtout, voilà, une suite proposée en VF, s'il vous plaît, et avec un look très... Je pense que même pour toi, Erwan, ça fait vieillot. Ah bah moi j'adore. J'aime beaucoup aussi. C'est du pulp, bon comme c'est marqué dans le titre, hein, c'est tout tiré des pulp, c'est-à-dire les vieux comics américains des années 40-50, voire 30, de science-fiction et de fantastique. Donc c'est que de la vieille SF hyper kitsch, mais tellement belle. Voilà, moi je trouve ça fabuleux. Donc c'est un jeu d'aventure, hein, de cartes d'aventure, ça peut se jouer en solo. Il y a une VF, et pour cause, parce que le jeu il est français. Hein. C'est des gens apparemment de Beaune. Beaune c'est à côté de Dijon, si je ne m'abuse. Et moi je trouve ça absolument magnifique. Voilà, je trouve ça magnifique. Voilà, quand on aime ce genre de look, quand on aime la vieille science-fiction, genre le jour où la Terre s'arrêta, la planète interdite, et tellement d'autres, toutes les séries B, des drive-in, voilà, et des années 40-50, je trouve que c'est absolument délicieux, quoi. Oui, sachant que je pense qu'il est ressorti grandi, parce que c'était eux qui avaient proposé le jeu clinique dont on avait parlé il y a plusieurs mois, mais qui avait obtenu un vrai succès sur Kickstarter. Donc je pense que voilà, ils ont appris de leurs erreurs passées, et qu'aujourd'hui, on espère vraiment que le jeu sera à la hauteur de son design. Allez, on passe à un autre jeu de cartes, un autre jeu d'aventure, qui s'appelle Black Hole, et c'est encore un français. Cette fois, on va en direction de Bordeaux. Et c'est un jeu qui a été designé par Youssef Fari. Et Youssef Fari, moi j'ai reçu un jeu de lui il y a à peine 2 mois, qui s'appelait The Road. On en avait parlé parce que il avait plutôt bien marché. C'est un petit jeu de cartes post-apo d'aventure, qui pouvait jouer à solo ou plusieurs. Et ben là, il fait pareil, mais version science-fiction, donc Black Hole, le trou noir. Donc c'est un jeu d'exploration. Et alors là, la nouveauté, c'est que c'est du print and play. Donc pas de frais de port, ni TVA, ni rien. C'est du print and play. Vous recevez les fichiers PDF, vous imprimez vous-même. Alors moi, je le fais pas parce que je suis une quiche. Je pense que là, enfin, ça va être mal fait. Je le sais très bien. Donc je vais pas le prendre. Mais en tout cas, cet auteur, il est vachement prolifique et alors très sérieux. Hein, parce que The Road, par exemple, il est arrivé, je crois, avec 2 mois d'avance sur la date prévue. Donc voilà. Donc ça, c'est son nouveau projet, Black Hole. Ça sera que du print and play. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Ouais, sachant que c'est quand même un jeu qui est pensé solo, mais il y a quand même un mode coopératif, et j'aime bien cette idée du mode coopératif. En gros, on joue tous les deux le même personnage, mais dans 2 dimensions parallèles. Ouais, c'est génial. Et C'est je une trouve que super idée. l'idée est vraiment, vraiment top. Après, c'est vrai que je trouve, enfin, l'idée du print and play, je trouve ça super bien. Ça rend le jeu accessible à n'importe qui. Mais c'est vrai que quand on voit la qualité des illustrations, on trouve ça un peu dommage, à moins d'avoir un vrai professionnel de l'imprimerie qui fait des prix plus trop attractifs à côté de chez nous. Je trouve que ouais, j'aurais bien aimé qu'ils proposent aussi une version même limitée, mais déjà prête avec du beau matériel, parce que je trouve que vraiment ça le méritait, même si je salue la démarche de rendre ça accessible au plus grand nombre.
Allez, on va quitter Kickstarter pour aller sur Game on Tabletop, puisque Matago a lancé une campagne de réédition du jeu Clash of Cultures, qui est rebaptisé Clash of Cultures Monumental. Donc c'est une version française, hein, puisque c'est Matago qui le fait. Alors c'est un jeu qui a quelques années maintenant, et donc il propose une édition totalement renforcée, avec de nouveaux designs, des figurines, je crois qu'il y a même les règles ont été repensées, donc c'est un gros lancement pour Matago. Il y a des belles figurines de cité. Alors c'est un jeu de civilisation, hein. Ils en sont à 22 000 € pour l'instant, hein. Il y a 211 souscripteurs. Après c'est du franco-français, donc évidemment les chiffres seront pas aussi impressionnants que certains titres sur Kickstarter, hein, évidemment. C'est vrai que c'est une jolie. Ils avaient fait des éléments comparatifs, mais c'est marrant parce que si j'avais pas vu ces éléments comparatifs, je trouve qu'il y a quelque chose de très old school en fait dans le design des tuiles, des figurines, etc. Pour le coup, moi qui ai plutôt grandi dans les années 90, c'est vrai que mes jeux de plateau ils ressemblaient un peu plus à ça que à ceux qu'on peut voir aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand tu vois les éléments de comparaison avec la version de base, tu te dis ah si quand même, il y a quand même eu du travail de fait. Alors que vraiment au début quand j'ai vu ça, je dis ah bah c'est tout simplement C'est un une reprint. réédition, mais qui a voilà un reprint. Voilà. Et non, il y a un vrai travail, il y a des vraies améliorations. Je pense qu'ils sont aussi inspirés de jeux qui sont sortis ces dernières années. C'est vrai que Bah, il y a eu le fait Mosaïque, hein, il qu'ils y aient a pas mis longtemps, hein. il y a eu Mosaïque, et puis le fait d'avoir rajouté Monumental Oui, dans le titre, ça fait penser bah, justement à ce jeu à Monumental Monumental, ouais. qui avait été édité il y a quelques temps. Et c'est vrai qu'on un peu ça, on peut-être un peu plus allégé, peut-être un peu plus moins fouillis. Mais c'est vrai que ça reste une jolie campagne. Après, j'aimerais bien connaître un petit peu la pertinence pour une boîte comme Matago de faire une campagne participative exclusivement française. Est-ce que finalement le jeu en vaut la chandelle? Bah, C'est une apparemment, vraie ils y question croient, que je hein. me Ils y pose. croient. Hmm. C'est un 4X historique, on va dire. Et, Oui. ils le lancent vraiment comme la réédition pratiquement d'un jeu culte, hein. Alors, est-ce que c'est de la com ou est-ce que ils y croient vraiment? En sachant que les frais de port sont offerts. Ah Hmm. ah. On quitte Game on Tabletop pour atterrir sur GameFound. Alors, sur GameFound, cette semaine, il y a une nouveauté, c'est Platformer. Donc dans Platformer, vous allez incarner des héros tout choupinous, avec des figurines toutes choupinous, et vous allez monter un grand arbre pour taper sur des méchants, vous confronter à des boss, trouver des armes magiques, des artefacts. Donc bref, c'est un dungeon crawler, mais dans un arbre géant. Et qui dit arbre géant, dit règle de la gravité. C'est-à-dire que vous pouvez faire tomber vos ennemis ou vos concurrents parce que c'est pas un jeu coopératif et vous pouvez pousser comme une petite charogne votre voisin et le faire tomber de l'arbre. Donc ça c'est la grosse originalité, on va dire, du jeu. Voilà, et le design, on va dire, ça c'est assez japonisant, hein. Est-ce que tu mets ça dans la catégorie kawaii? Ah, je mettrais plus ça dans la catégorie chibi. Chibi, Voilà. d'accord. Ok. Chibi, C'est toi ouais. le C'est ces spécialiste là-dessus. personnages un petit peu cartoonesques avec souvent des grosses têtes, C'est ça. avec un design un peu naïf, voilà, on peut retrouver quelques fois. Ça ressemble un petit peu à ça, effectivement. On peut dire ça. En tout cas, l'inspiration est clairement là, c'est sûr. Vous aurez des règles en français en PDF. Je crois qu'on a fait le tour des nouveautés, enfin en tout cas de la sélection de nouveautés pour cette semaine. Et on va revenir au numéro 1. Donc le numéro 1 cette semaine sur Kickstarter, eh bien c'est un sourcebook de Donjons et Dragons. Tadam! Enfin c'est pas un sourcebook, non c'est pas vrai. C'est une campagne. C'est une grosse campagne qui s'appelle Dungeons of Drakkenheim. On en avait parlé la semaine dernière parce qu'il avait fait une grosse entrée, il était arrivé directement deuxième. Et là il est passé premier, 571 000 €, 6300 contributeurs et il reste plus de 20 jours. Il va aller très haut je crois. Il va aller très haut cette campagne de Donjons et Dragons. Alors pourquoi ça cartonne comme ça? Parce que c'est designé par deux youtubeurs qui s'appellent les Dungeon Dudes et qui sont des mecs hyper sympas, hyper compétents et hyper créatifs. Donc voilà, ça donne une campagne qui s'appelle Drakkenheim qui joue depuis des années en live sur YouTube et ils en font un bouquin et c'est un succès phénoménal à tel point que j'ai regardé la vidéo de lancement. Ils avaient fait une vidéo de lancement en direct de leur Kickstarter au bout de 3 jours je crois. Et ils hallucinaient eux-mêmes du succès du truc. C'est-à-dire que le jeu en était encore à 2000 contributeurs, 2000 ou 3000, là ils en sont à plus de 6000.
Et il disait, là, franchement, les prix de cours, on sait même plus quoi mettre comme stretch goal parce qu'on s'attendait pas du tout à avoir un succès comme ça, quoi. Et ils sont fait complètement dépasser par le succès. Et à tel point que si vous regardez les stretch goals, vous voyez que les derniers stretch goals, ils passent de 600 000 dollars à 1 million de dollars. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 400 000 dollars pour le prochain stretch goal parce que les mecs sont totalement paumés là. Ils savent plus quoi faire. En tout cas, moi je suis très content pour eux. Très sincèrement, je trouve que c'est deux mecs qui le méritent, quoi. C'est vraiment deux youtubeurs, deux spécialistes de Donjons et Dragons qui sont vraiment hyper calés et hyper cool. Et c'est des petits jeunes et ils sont hyper enthousiastes. Ils sont pas du tout dans le cynisme. Enfin, moi je suis bien content pour eux. C'est cool. C'est vrai que c'est un succès qui est fulgurant, quoi. Un demi-million pour un jeu de rôle Pour une autour campagne, de Donjons et Dragons, c'est fou, c'est fou. ouais. Mais je trouve que c'est une belle success story et c'est vraiment une belle récompense pour ces types-là. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, mon cher Swan. Tout à Et le fait. top 10 et les nouveautés. Eh bien, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Quelle campagne vous fait envie? Quelle campagne vous a mis en colère? Qu'est-ce que vous avez baqué? Dites-nous tout dans les commentaires. Eh bien, écoute, nous on se voit la semaine pro pour un nouveau Kick Parade. Eh bien, bonne fin de semaine, Swan. Merci Erwan, bonne fin de semaine à tous et à tous, et puis d'ici là, jouez bien. Ciao, ciao.